Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc au sein des webinaires de l'IGS sur une thématique prometteuse qui s'intitule Les outils digitaux au service des commerciaux. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir deux amis, à commencer par Tim Wirth, puis Maxime Sandorek. Et je vais vous demander à vous deux, donc dans cet ordre, de bien vouloir vous présenter. Mon cher Tim, peux-tu te présenter rapidement? Eh bien, bonjour à tous, Timothée Wirth. J'ai été commercial, puis directeur commercial, puis directeur des partenariats chez plusieurs éditeurs de logiciels américains. Et aujourd'hui, je suis consultant pour aider ces éditeurs, plus petits ou plus grands, à être toujours plus efficaces. Donc, j'ai une structure qui s'appelle Heraclite Consulting et je travaille aujourd'hui pour des éditeurs français et des éditeurs de logiciels américains. Tu es un grand connaisseur des technologies, des outils Martech, hein. C'est plus qu'un connaisseur, c'est que j'ai une conviction très profonde, c'est que le meilleur moyen de transformer toute organisation, c'est de changer les plateformes, c'est de transformer les plateformes. C'est comme ça que le groupe La Poste a transformé son expérience client en transformant les plateformes déployées au sein des bureaux de poste. Et c'est une des organisations qui était connue pour être la plus difficile à se transformer, ou en tout cas on le pensait. Et en fait, le directeur de l'organisation du groupe La Poste a eu cette vision et cette compréhension qu'en modifiant les plateformes, eh bien, les processus allaient devoir être modifiés et que le rôle de chacun dans l'organisation allait devoir aussi se transformer naturellement du fait du déploiement de ces nouvelles plateformes. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui me tient très à cœur. Et je suis très heureux d'être accompagné de Maxime Sandorek, qui est un entrepreneur que j'ai connu à de nombreuses reprises chez des clients communs et qui nous accompagne. Alors, je sais, Pierre, que ta connexion saute, Alors, plus ou moins. Donc, je suis revenu. Alors maintenant, je vais laisser voilà. la parole à Maxime. Et si jamais j'arrive pas à me reconnecter malgré la fibre qui saute tout le temps, je passerai la parole à Adèle qui prendra le relais avec plaisir. Mon cher Maxime, je te laisse te présenter. Merci Pierre, merci Tim. Donc Maxime Sandorek, moi je suis CEO et cofondateur de la société BatVoice AI. Donc on développe des technologies vocales et on propose une solution de speech analytics et emotion analytics. Donc on aide nos clients à aller chercher le ROI de l'intelligence client. Donc améliorer la performance commerciale, atteindre l'excellence relationnelle grâce à la connaissance des clients. Donc pour ça, on adresse des entreprises qui ont des équipes commerciales, des équipes de Customer Success, à partir de 10 personnes jusqu'à 4000, 5000 personnes en centre de contact. Donc, vous êtes spécialiste de la voix du client, du ROI de la voix du client chez BatVoice. Donc, ma première question, ça serait, est-ce que les commerciaux doivent se réinventer après la crise sanitaire et apprendre à manier d'ailleurs tous les outils du digital, du social CRM, en passant par les visios, c'est mon problème aujourd'hui, l'animation et les démonstrations en ligne, le sales enablement, les plateformes SaaS qui sont chères à notre ami Tim. Donc Tim, est-ce que tu veux commencer sur un de tes sujets de prédilection? Est-ce que les commerciaux doivent se réinventer? Alors, je peux, pour rendre la réponse un peu plus parlante et vivante pour chacun, je pense que le mieux, c'est que je parle de mon expérience. J'ai travaillé pendant 28 ans chez les grands éditeurs de logiciels où, quand vous arrivez chez eux, tout est organisé, les process sont organisés, tous les outils sont organisés. Puis quand vous basculez dans une start-up, vous apercevez que les outils sont très différents. Ils changent très souvent et ils sont souvent plus à la pointe que ce que vous saviez dans des grandes sociétés. Donc, je, donc pour répondre à ta question, c'est un chemin continuel pour chaque commercial et pour chaque directeur commercial que de rester à jour des différents outils. Et pour ça, il faut rester curieux, il faut parler à ses pairs, il faut parler à d'autres sociétés, à d'autres équipes et toujours apprendre. Et
les meilleures sources de ces insights que j'ai pu rencontrer, ce sont les profils qu'on appelle des growth managers. Toutes les équipes ou des sales operations managers, donc tous ceux qui gèrent le CRM, le paramètre, ont une vision sur l'ensemble du parcours digital des entreprises, sont des sources d'enseignement pour nous tous considérables. Et, et, euh, et jamais je ne pourrais dire que je suis un expert parce que j'apprends encore tous les jours, tout le temps. Donc, franchement, malheureusement, Pierre, je ne suis pas un expert, mais j'ai appris quelques trucs que je peux partager. Tu as l'humilité de Jean Gabin dans la chanson Maintenant je sais, qui dit qu'en gros, il ne sait rien parce qu'on apprend tout le temps. Écoute, c'est très sage. Mon cher Maxime, toi, tu es plutôt spécialisé dans les commerciaux et conseillers de clientèle qui sont sédentaires, donc à distance, qu'on trouve beaucoup dans les contact centers. Est-ce que tu estimes aussi que la crise sanitaire impose à ces conseillers à distance, qui utilisent souvent le téléphone et des outils digitaux, de se réinventer et d'apprendre de nouvelles pratiques et d'utiliser de nouveaux outils? Donc oui, c'est sûr que bon, avec les récents événements, on a eu une sédentarisation accélérée des forces de vente. On a toute une digitalisation. Ça présente des avantages, ça présente des inconvénients. Rapidement sur les inconvénients, forcément, c'est plus dur d'aller chercher la relation humaine. Sur les points positifs, c'est que on a beaucoup plus de continuité sur la donnée. On a un monde qui est beaucoup plus digitalisé et où on a beaucoup d'étapes et de points et d'indices qu'on peut aller chercher dans la data. Donc, il y a toute une connaissance client qu'on peut aller chercher, une valorisation de la data qu'on peut réaliser à des fins d'amélioration, d'identification des clés de succès et autres. Donc, effectivement, ça passe par la digitalisation. Ce qui est peut-être, comme je rejoins Tim, il y a plusieurs tailles d'entreprise, plusieurs niveaux d'industrialisation, des startups qui sont plus habituées, qui sont aussi plus petites, qui vont aller chercher l'agilité plus facilement, et des entreprises qui ont déjà des processus qui sont bien ancrés et qui ont besoin de se transformer à l'aide de nouveaux outils qu'il faut pouvoir choisir. Alors, j'aimerais bien que vous m'aidiez tous les deux à définir la notion de digital business, puisque c'est notre sujet. C'est tout ce qui permet notamment à booster les résultats avec des canaux, des outils, des plateformes digitales. Est-ce que vous pouvez m'aider à affiner cette définition? Tim, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr. Alors, dans digital business, il y a surtout business. Donc d'abord, c'est du business. Donc les grands fondamentaux du business sont ceux qu'il faut aller chercher. Comment améliorer le revenu, comment réduire les coûts, comment améliorer l'efficacité de chaque collaborateur, comment améliorer l'efficacité de l'entreprise pour générer toujours plus de business ou plus de marge par collaborateur. Après, de plus en plus, la chaîne de valeur des entreprises est de plus en plus digitale, mais on s'aperçoit, et Maxime en est la preuve, et les entrepreneurs que j'accompagne aussi en sont la preuve, il y a encore beaucoup de parties de la chaîne de valeur des entreprises qui ne sont pas digitalisées, pour lesquelles il n'y a pas de solution. Il n'y a pas encore de solution. Et des gens comme Maxime et les autres entrepreneurs qui sont comme lui, créent ces nouvelles plateformes ou créent ces nouveaux outils. Donc aujourd'hui, on le sait tous, il y a des parties qui sont très digitalisées, comme le e-commerce, donc tout ce qui est entre l'entreprise et le consommateur final, que ça soit en B2C, principalement B2C, mais aussi de plus en plus B2B avec les places de marché. Et puis à l'intérieur de l'entreprise, il y a le CRM, le Customer Relationship Management, qui est un peu la base de données des prospects et des clients dans l'entreprise. C'est un peu le cœur de la relation client, mais avec une vue interne qu'il faut optimiser. Et il y a toutes sortes d'interfaces à mettre autour de cela, dont Maxime pourra parler en ce qui concerne le call center et toute la relation orale qu'il peut y avoir entre les clients et les collaborateurs dans le call center, mais qu'il faut ramener au digital pour pouvoir mesurer. Parce que la beauté du digital, c'est qu'on peut travailler le quantitatif et le qualitatif
sous une forme digitale beaucoup plus efficacement que ce qu'on faisait en gérant des équipes et en gérant le retour que les équipes pouvaient nous faire. Maxime, comment tu vois le digital business à ton côté? C'est vrai que c'est un ensemble d'outils, un ensemble d'approches nouvelles. Pour moi, les premiers outils qui ont, disons, révolutionné la vente, c'est toute la partie social selling, inbound selling, valorisation de la data, qui est largement captée par les GAFAM aujourd'hui, qui permet d'offrir une meilleure connaissance des clients et de leurs attentes, qui permet un meilleur ciblage en amont, une approche plus personnalisée, et des décisions qui sont plus éclairées encore. Donc, une approche commerciale qui est plus affûtée, plus éclairée, et qui s'appuie sur un ensemble de données qu'on permet de collecter. Si je peux me permettre, Pierre, j'aimerais rebondir sur le point que vient de mentionner Maxime, qui est en effet, son esprit de synthèse a encore brillé, il est allé droit au sujet et aux avancées du digital. Et ça, c'est ce que vient de décrire Maxime, c'est exactement ce qu'apportent les growth managers au sein des organisations. C'est qu'ils sont capables de prendre la stratégie de l'entreprise, donc à qui vous voulez parler et quelle est votre proposition de valeur, et ils arrivent ensuite à la transformer en détectant les profils dans l'entreprise que l'on veut targeter. Et ensuite, grâce à des outils, à des plateformes comme LinkedIn ou d'autres, vont arriver à extraire la liste des entreprises auxquelles la société veut parler, va extraire les individus spécifiques qui correspondent au profil idéal des personas auxquels la société veut parler, va récupérer les emails et les numéros de téléphone, et ensuite va automatiser par des campagnes la conversation. Et ces conversations seront automatiques, mais paraîtront parfaitement individualisées. Et ça, c'est la grande force et la grande efficacité et le grand levier d'amélioration que l'on a eu dans ces dernières années et que je crois que Maxime citait. Alors, est-ce que tu veux dire par là qu'on n'a pas déshumanisé la relation client ou prospect pour autant? Alors là, c'est un risque évidemment, et le risque d'utiliser les outils pas forcément au mieux, ça peut être de créer une perception chez le client qu'en fait il subit une automatisation, enfin un automate, et que c'est pas très personnalisé. Mais la clé, c'est évidemment que l'expérience client reste personnelle, qu'on ait vraiment l'impression de parler à un individu, alors que beaucoup de ces interactions sont automatisées. Et l'intérêt de l'automatisation, c'est de pouvoir couvrir un territoire beaucoup plus important. Là où un commercial classique que j'étais, quand il gérait 20 ou 30 affaires et qu'il avait un territoire de 80 ou 100 sociétés, voilà. Aujourd'hui, on peut avoir des commerciaux qui couvrent un territoire beaucoup plus grand grâce à ces automatisations, et donc être plus efficace en top of funnel, dans le haut du funnel, en sachant qu'à l'arrivée, on sera plus efficace aussi en closing, mais comme le closing a besoin de temps et est éminemment humain, et que, comme on le sait tous, les clients achètent de personnes, eh bien, il faudra aussi être présent physiquement. Et là, ça ne s'optimise plus. Alors, je me retourne vers Maxime. Toi qui fais du speech analytics, donc ce sont des solutions d'IA, d'intelligence artificielle, qui sont pluguées sur les conversations entre des conseillers de clientèle, des agents, tout ça dans les centres de contact. Tu me corriges si je dis des bêtises. In fine, celui qui a la main sur les actions vis-à-vis des clients ou des prospects, c'est quand même un être humain, c'est un conseiller de clientèle. Donc, il n'y a pas de déshumanisation, c'est un outil de productivité. On est bien d'accord ou pas?
Ouais, c'est intéressant cette partie des humanisation parce que ce qu'on a constaté ces dernières années dans les centres de contact, c'est l'utilisation de scripts, donc des appels très robotisés par des personnes bien sûr, mais qui au final c'était très déshumanisé. Une approche qui est plus personnalisée, plus ciblée, ça permet de mieux comprendre qui on appelle, d'être plus vif, plus réactif, plus à l'écoute des besoins des clients, parce qu'on sait déjà pourquoi on appelle la personne. Et ce qu'on constate, c'est l'inverse, en fait. C'est justement avec l'appui des technologies, avec l'appui d'une meilleure prospection, d'un meilleur ciblage, c'est d'aller des personnes qui ont déjà un intérêt confirmé pour un produit ou une intention d'achat, pour construire une relation avec eux. Donc, on s'éloigne beaucoup plus du modèle par script, pour laisser plus de liberté aux conseillers, pour construire cette relation humaine. Donc, même dans un contexte très industrialisé, c'est-à-dire quand on a 4000 personnes, c'est forcément beaucoup plus simple d'aller chercher des modifications du script pour valider des objectifs quantitatifs. Aujourd'hui, justement, on a beaucoup plus d'indicateurs qualitatifs aussi qui permettent de mieux former les conseillers. Donc, c'est intéressant. Donc, tu revalorises l'humain tout en lui donnant des outils qui vont augmenter sa productivité, identifier des signaux faibles grâce au speech analytics, et puis tous les irritants dans le parcours client, ce qui amène ensuite des actions de la part des conseillers de clientèle pour qu'ils améliorent l'expérience client. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une part d'humain. Il y a des top performers, il y a des low performers. Cette part d'humain en fait qui est donnée aux conseillers et à la vente, quand elle est valorisée, donc quand on arrive à en extraire la donnée, ça peut aider les entreprises à identifier les clés de succès. Donc en fait, c'est un A/B testing aussi, et donc identifier les clés de succès, ça permet de mieux les répandre et de ne pas en fait niveler par un niveau moyen et scripté, mais plutôt d'aller chercher justement dans les différences, ce qui permet d'obtenir des résultats avec une approche toujours ROI, modélisation des bénéfices, et plus basée sur le quantitatif et le qualitatif, ce qui n'était pas possible sans cette approche data qui est en place aujourd'hui grâce au digital business. D'accord. Donc, vous avez tous les deux des outils de productivité qui dans un cas, revalorisent clairement l'humain en lui donnant aussi un effet turbo, hein, on peut dire ça, Maxime, avec des solutions Specialytics. Et Tim a des solutions qui permettent de couvrir un plus large territoire et peut-être d'augmenter les performances commerciales. Alors, j'en viens à la question suivante. Quels sont les enjeux du digital business pour les forces de vente, qu'elles soient dans le cas de Maxime sédentaire, c'est-à-dire dans un centre de contact, ou pour Tim, aussi bien sédentaire qu'itinérante. Tim, tu veux commencer sur les enjeux? Ton micro est coupé, Tim. Je suis désolé, mon micro est en effet coupé. Ce qui me paraît important là pour répondre à cette question, c'est que la réponse simple, c'est ça dépend. Ça dépend des organisations, ça dépend des typologies d'équipes commerciales. Et ça dépend aussi de chaque commercial, de la manière dont il ou elle vit son métier. Est-ce que c'est sur la route? Est-ce que c'est en voyageant entre différents bureaux? Est-ce que c'est dans un bureau donc plus sédentaire? Donc en fonction, donc c'est vraiment je crois une conversation qui doit s'installer entre la société, le directeur commercial, enfin celui ou celle qui organise les outils et le processus de vente de manière holistique. Ça peut être évidemment le directeur général et puis les équipes commerciales. Mais pour ça, pour être force de proposition, il faut un peu voir ce qui se passe ailleurs. Il faut apporter des exemples. Il faut apporter des solutions parce que aucun patron enfin aucun directeur général et aucun responsable ne peut malheureusement résoudre tous les problèmes et avoir connaissance de toutes les solutions. Donc, si vous leur apportez un problème, venez avec une ou plusieurs solutions. Ça facilitera la vie et ça permettra d'améliorer votre expérience en tant que commercial. Maxime, les enjeux du digital business, toi, pour les forces de vente?
Il faut jongler, effectivement. Enfin, il y a différents types de ventes, différents types et tailles de structure. En tout cas, le métier des forces de vente, il est très complet. En fait, il nécessite d'être organisé, de comprendre, d'avoir une connaissance du produit, du marché, de la concurrence. Il nécessite de réaliser des opérations, donc prospecter, qualifier, prendre rendez-vous. Il faut se déplacer chez les clients, découvrir ses clients, établir des propositions, relancer, négocier, conclure, exploiter son portefeuille, éventuellement gérer le SAV ou la pré-vente, suivre les mails, effectuer les reporting. Donc, ça nécessite de la rigueur. C'est pas forcément la qualité la plus répandue ou l'accent le plus fort qui est mis par le commerciaux sur cette rigueur, mais elle est nécessaire. Et en fait, toutes les actions digitales, elles permettent au commercial de réduire l'effort qui est passé sur toutes les actions qui sont nécessaires pour le rendre plus performant et efficace. L'objectif étant pour lui de travailler moins, c'est-à-dire passer moins de temps sur les actions à faible valeur ajoutée et gagner plus pour lui, pour l'entreprise, donc optimiser chaque action pour produire des effets, des impacts plus importants. C'est un point très important que vient de citer Maxime, parce que j'ai rencontré beaucoup de commerciaux, moi, enfin, en tout cas quelques-uns dans le passé, qui étaient un peu réfractaires aux données et à ces nouveaux outils. Et parce qu'ils avaient tendance à penser, ah, mais ça augmente mon flicage, je serai vu. Bon. Mais en fait, c'est une telle. Aujourd'hui, les sociétés ne peuvent plus être pilotées en dehors de ces datas. Et donc ne pas rentrer ne pas embrasser ces outils et ces nouvelles méthodes, c'est en fait sortir du jeu. Et c'est en fait ne plus être capable d'être, même si vous avez des résultats, à terme, c'est faire un choix et de sortir du jeu. Parce que ces outils, par exemple, permettent de comprendre les actions que font les meilleurs performeurs. Et ça permet aussi de comprendre comment aider ceux qui sont moins efficaces à se rapprocher des meilleurs performeurs en travaillant sur les habitudes qu'ils auraient à améliorer. Donc c'est vraiment, à partir du moment où vous êtes dans une équipe commerciale, embrasser ces techniques et ces outils, c'est s'aider soi-même tout en aidant l'entreprise, mais c'est surtout, à mon avis, s'aider soi-même, ce qui est en général le moteur de chacun. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez de dire tous les deux, mais comme on est sur le sujet de la data, pour mémoire, je crois que c'est IDC ou le Gartner, je ne sais plus, a dit qu'il y avait une obésité de la data, enfin, ce n'est pas les seuls, et qu'on utilisait 0,5% de la data. Or, on paye pour 100% de la data qui est gérée par l'IT dans les entreprises. Donc, il y a une extrêmement mauvaise gestion de la data dans la plupart des boîtes. Donc, comment fait-on du point de vue du commercial pour que ces fameux outils qui apportent de la productivité commerciale ne soient pas une nouvelle usine à gaz, qui peut être une crainte des commerciaux à l'ancienne que tu viens d'évoquer, Tim, mais au contraire, soient des outils de productivité, d'efficacité et qui aillent aussi bien dans le sens du client interne, donc les commerciaux ou les conseillers de clientèle dans les centres de contact, que pour le client externe. Alors, comment faire? Alors, Maxime, toi qui es spécialiste de l'IA et du speech analytics, comment faire pour qu'on travaille essentiellement sur la data utile et rentable? Ouais, c'est vrai, c'est une grande question. On parle beaucoup de data lake, de l'importance d'enrichir la base de données, la base de connaissances. Et effectivement, en fait, c'est crucial. Le point majeur, selon moi ici, c'est savoir utiliser cette donnée. Effectivement, il faut avoir une approche minimaliste, rationnelle. On a besoin d'un échantillon représentatif de données. On n'a pas envie de faire peser un effort supplémentaire sur les commerciaux, sur les conseillers pour aller récupérer de la donnée. On a besoin de rationaliser en fait les finalités de l'utilisation de cette data. Mais je dirais que effectivement, il y a beaucoup de data qui n'est pas exploitée. C'est vrai. L'objectif du digital et de l'automatisation, c'est justement d'aller chercher plus de data, mais pas brute, en fait. C'est de transformer cette data. Donc, si c'est de la donnée brute et qu'on espère pouvoir en faire quelque chose, je dirais que c'est une étape intermédiaire. Mais
Donc, je vais donner quelques exemples, peut-être sur la partie réception d'appels téléphoniques. Nous, ce qu'on fait, c'est le constat inverse ou pas. Donc, peut-être que ça rejoint un peu le sujet de l'abondance de data. Donc, il y a une abondance de data. Tous les appels téléphoniques sont enregistrés, ou 30% des appels téléphoniques sont enregistrés. C'est une obligation pour les grandes entreprises, pour des questions de conformité et d'autres questions réglementaires, et de formation et d'évaluation. Donc les appels sont enregistrés. Ce que nos clients nous disaient, c'est nous aujourd'hui, on doit accompagner les conseillers. On fait 2 évaluations à 3 évaluations d'appels par mois par conseiller. C'est une méthode qui est très aléatoire, qui est très peu fiable, qui n'est pas basée sur un échantillon représentatif et qui ne permet pas un accompagnement parce que c'est pas un échantillon représentatif, donc on ne peut pas s'appuyer sur une donnée limitée. Nous, on vient voir nos clients avec une approche qui est plus rationnelle. C'est on va prendre 5 à 10% des appels téléphoniques et on va les analyser. Donc, on va transcrire tous les appels téléphoniques, on va les enrichir, donc on va les annoter, on va les résumer, par mots-clés, par sujets qui sont évoqués, on va les codifier, donc codification automatique, pour éviter aux conseillers de faire ce travail-là, à des fins opérationnelles. Et en fait, ce qu'on construit, c'est ce qu'on propose à nos clients, c'est une plateforme d'intelligence opérationnelle. Donc, c'est pas un amas de données, c'est une valorisation des données à des fins qui vont bénéficier à l'entreprise au final. Donc il y a toujours une approche ROI qu'on a avec les clients pour les accompagner sur leur retour sur investissement. Donc cette donnée, elle est incluse dans le CRM, donc elle permet elle permet aux commerciaux d'avoir accès à tout instant à l'ensemble du parcours de client, à ne pas faire répéter les clients, avoir une information riche, à être mieux préparé quand arrive son appel avec le client. Elle lui permet d'avoir une synthèse et non pas l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. Donc elle permet de mieux cibler, d'avoir un discours plus affûté, plus personnalisé, plus humain du coup. C'est toute une base aussi qui est filtrée de manière à les aider à avoir à s'entraîner au quotidien. En fait, c'est comme des athlètes, les commerciaux, ils ont besoin d'avoir des retours, des feedbacks. Donc, on les accompagne avec un radar des compétences sur chaque sujet, de manière à ce qu'ils sachent comment s'améliorer. On leur partage des extraits d'appels, donc des bonnes pratiques qu'ils peuvent réécouter. C'est-à-dire, tiens, mon collègue top performer, il maîtrise bien la situation, toute l'étape de découverte. Je vais écouter, je vais voir comment il fait. Donc, il y a toute une partie de gestion de cette donnée qui doit être centralisée, mais qui doit être synthétisée et qui doit uniquement filtrer ce qui va être pertinent pour les personnes aux utilisateurs, aux personnes auxquelles se destinent. Donc, on voit bien, Maxime, en t'écoutant, vous travaillez aussi bien sur la relation client que la vente, la productivité du centre d'appel, parce que c'est aussi un souci du management, que l'aspect RH, c'est-à-dire le knowledge management, transmission du savoir, pour faire monter en compétence ceux qui sont un petit peu en retard par rapport aux meilleurs. Donc, c'est très complet. Et je crois qu'en matière de modélisation des bénéfices, vous avez plus de 7 familles de bénéfices quali ou quanti, avec 53 bénéfices induits. Donc, on est vraiment sur des outils de productivité et qui sont orientés ROI. Kim, la mesure de la performance, elle te semble essentielle aussi? Oui, elle est essentielle parce que c'est ce qui permet d'allouer les budgets. Donc, elle est essentielle. Et comme tu le disais, pour faire le lien entre la question précédente et celle-là, il y a des outils qui apportent des bénéfices aux individus, aux commerciaux. Maxime en a cité des use cases extrêmement performants. Mais par contre, et puis, il y a beaucoup de use cases où les bénéfices vont au groupe, vont à l'ensemble de l'équipe, voire à la société. Mais pour ça, pour tous ces types de use cases, quand même, il y a un mindset à avoir que le dirigeant doit avoir. Et il y a aussi une compétence minimum. C'est-à-dire que ces données, si on prend la gestion d'un territoire, la définition des profils de clients idéaux, extraire
la liste de sociétés, de la liste du registre du commerce, ensuite extraire les contacts, ensuite ingérer ça dans le CRM de manière correcte pour que l'information puisse vivre correctement, qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas de champs qui manquent, qu'il y ait la bonne data. Ça demande une compétence, et ça, c'est cette compétence que je cite pour la troisième fois, de ce growth manager ou de ce sales operation manager, qui devient un rôle absolument clé, qui est le rôle, je dirais, opérationnel, digital, de mise en musique de toute la data et des outils pour que les commerciaux n'aient que puissent se décharger et s'appuyer sur ces outils et puissent se consacrer pleinement au temps avec leurs commerciaux ou à la recherche d'informations particulières sur leurs prospects et leurs clients, plutôt que du paramétrage d'outils ou de formatage de données qui est vraiment pas productif pour un commercial. Alors, on a donné beaucoup d'envie, j'espère, autour de ces nouveaux outils digitaux qui permettent de booster le business. Mais est-ce qu'on peut en donner des exemples très concrets? Alors, on a bien vu avec notre ami Maxime que le Speech Analytics est un outil de productivité assez remarquable et complètement innovant. Tim, toi qui as parcouru beaucoup d'outils, d'offres logicielles, progicielles, de plateformes qui viennent en appui des forces de vente, sédentaires ou itinérantes, est-ce que tu as d'autres exemples très concrets à nous donner? Ouais. Oui, très concret, très concret, j'en ai. Ce qu'il faut voir que c'est HubSpot, qui est un CRM, donc vous connaissez tous les CRM des grands éditeurs comme Microsoft Dynamics, Oracle ou Salesforce. Et puis il y en a des nouveaux, des plus petits, et puis celui qu'on connaît le mieux tous dans le monde des sociétés à forte croissance, c'est HubSpot, qui est très intégré et qui permet de protéger assez efficacement la donnée. Et donc, par exemple, si vous êtes sur LinkedIn et que vous avez des cibles que vous avez identifiées sur LinkedIn, que ce soit des sociétés ou des contacts, avec des petits plugins que vous pouvez installer qui sont gratuits au départ, comme Surf, S-U-R-F-E, eh bien, vous pouvez directement basculer toutes les coordonnées de gens dans LinkedIn dans votre CRM. Après, il faut savoir qu'autour de l'écosystème HubSpot et dans ce qu'on appelle le MarTech, le Marketing Technologies, il y a plus de 7000 éditeurs. Donc, 7000 éditeurs, personne ne peut savoir ce que font les 7000 éditeurs. Donc, la clé, là, c'est vraiment d'observer autour de vous ce qui marche. Et tout le monde peut avoir une bribe d'expérience intéressante et de récupérer ce qui marche le plus. J'en ai d'autres à vous citer. Lusha, par exemple, LUSHA, ça permet de trouver les numéros de téléphone quand vous avez un contact avec un email. Vous avez aussi Phantom Buster qui fait ça. Enfin bref, il y a des dizaines de ces outils qui sont utiles. Et ces grosses managers ou ces experts des sales operations, eh bien, sont toujours au contact de leurs pairs. Ils apprennent, ils partagent entre eux, et ce sont les plus experts sur ces conseils. Maxime, quelques exemples de technologies qui sont vraiment créatrices de valeur pour les forces de vente? Bon, effectivement, la base, c'est un bon CRM qui est bien intégré. Peut-être, enfin, sur la partie amont, déjà, la growth machine, c'est un truc qui est très bien et qui permet d'automatiser toutes les parties prospection en amont, donc qui est plus marketing digital. Après, des bons CRM, bon, Tim en a cité avec des très bonnes intégrations. Je pense que tous les outils de collaboratifs aussi qui permettent d'échanger, c'est des outils qui sont moins ventes, mais de type Slack ou échange ou base de connaissances comme Notion par exemple, c'est excellent pour Notion, c'est Notion .io il me semble, ou SO, c'est
C'est incroyable. Ça fait énormément de choses. Ça permet de centraliser et partager des connaissances en interne avec toutes les équipes. Ça permet de partager les meilleures pratiques, des comptes rendus, des mémos, autant pour le customer success que sur la partie technique. Ça permet de construire des guides, ça permet de construire des calendriers, des feuilles de route qui sont partagées avec les clients. C'est vraiment essentiel en fait. Quand on parle de base de connaissances, c'est déjà la structure qu'il faut mettre en place et c'est essentiel de pouvoir partager cette connaissance en interne, de répandre les meilleures pratiques. Donc Notion, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de super. Et c'est même applicable en externe de plus en plus, où les commerciaux, ou les directeurs généraux, ou les présidents qui partagent certaines pages avec leurs investisseurs ou avec les clients clés. Alors, moi, je rajouterais un ou deux exemples. Alors, j'ai vu récemment différentes solutions de Voice to CRM qui permettent, avec une interface de téléphone mobile, aux commerciaux, quand ils rentrent d'un rendez-vous, de dicter automatiquement leur compte-rendu et ça rentre dans le CRM avec notamment des interfaces natives sur Salesforce ou HubSpot, comme l'a indiqué Tim. Donc ça, c'est des solutions extrêmement intéressantes pour les commerciaux qui, en général, détestent renseigner le CRM et passer du temps à faire leur compte-rendu, ou voire ils ne les font pas. Ça dépend de leurs âges. Hein. Ça dépend de leurs âges. Oui, c'est vrai qu'avec l'âge, nous, on a fini par aimer, je te l'accorde. Et puis, une deuxième solution en parlant de plateforme collaborative, parce que les commerciaux font de plus en plus de marketing, de stratégie, de data management, voire de data science. Donc, en gros, ils sont de moins en moins commerciaux et de plus en plus managers au sens holistique du terme. C'est ClickUp, qui est un formidable outil gratuit en plus, une plateforme participative à l'instar de Trello, Asana ou autre. Donc, voilà quelques outils pour ceux qui voudraient trouver des solutions en nous écoutant ce matin. Donc maintenant, si vous êtes d'accord, les amis, j'aimerais bien qu'on parle d'expérience client, donc avec tout ce qui est lié à l'innovation client, le parcours client et le mindset. Donc, en quoi ces outils qui peuvent paraître déshumanisants de prime abord peuvent aider à optimiser l'expérience client? Et j'aimerais bien qu'on s'attache à deux types de clients. Les clients internes, par exemple les agents dans un call center pour Maxime, ou les clients externes, que ce soit du B2B ou du B2C. Qu'est-ce qui veut se lancer sur l'expérience client? Tu veux y aller, Maxime? Je te sens chaud. Oui, je peux y aller. Donc, effectivement, expérience client interne, expérience client externe. Peut-être pour commencer sur l'externe. Donc, sur l'externe, on entend tout ce qui est orienté client. Donc, comprendre, en fait, mettre le client au centre on parle d'approche client-centric, customer-centric. C'est quelque chose qui a du sens, en fait. C'est un mot qu'on a entendu souvent, une expression qu'on a entendue souvent. La customer centricity, c'est ce dont on parle dès le début, c'est comment personnaliser l'approche, comment utiliser, enfin, comment comprendre comment obtenir des insights de clients grâce à la voix du client, comment obtenir une meilleure connaissance client pour favoriser tout ce qui est loyauté, donc fidélité du client, conquête client, customer success aussi, donc la réussite client, l'engagement, l'implication du client et l'expérience client. Donc ça, c'est des points qui sont clés sur la partie expérience client externe, du coup. Sur la partie expérience client interne, donc on parle de symétrie, comment on dit, symétrie de l'attention. Symétrie des attentions, ouais. Ouais. Symétrie des attentions, effectivement, ça donc on a quand on a des interactions, donc un commercial avec un client, un conseiller avec un client, on a besoin que les deux soient sur la même longueur d'onde. On a besoin de créer un contact, donc une interaction sociale. Cette interaction, donc on a un conseiller qui doit être à l'écoute de son client, et on doit avoir un conseiller donc qui est en mesure d'avoir toutes les informations sur son client dans un espace dans un espace accessible au final. Donc sur la partie interne, donc gestion des ressources humaines, vente par exemple directe, amélioration de la vente directe,
On peut citer donc l'expérience employée, le coaching, donc avoir toutes les informations qu'il faut pour être épanoui, pour avoir des objectifs, pour avoir des feedbacks sur ce qu'on fait. Donc la gestion de la connaissance, pour pouvoir la partager et répondre à les meilleures pratiques, qu'on soit 10, 5 ou 5000, ce qui est un défi qui est très fort pour les grandes entreprises, pour favoriser la productivité, le taux de conversion et le FCR, donc la réduction des taux d'appels répétés. Donc plus la qualité augmente, donc sans faire de surqualité, mais plus la qualité, donc on peut arriver à une qualité optimale sur la base d'une bonne connaissance de ces processus internes. Pour avoir une bonne connaissance de ces processus internes, on a besoin d'écouter le client, on a besoin aussi de comprendre comment nos conseillers interagissent avec les clients pour améliorer les processus, améliorer les services, améliorer les produits. Donc c'est quelque chose qui communique en fait. Donc ça optimise vraiment l'expérience client des deux côtés en ce qui concerne ton expérience et tes solutions. Le client final. Oui, effectivement. Si c'est donc plus un focus sur Bad Voice et ce qu'on fait, donc effectivement, donc d'un côté, on a besoin de comprendre ce que les clients disent, donc avec une cartographie de tous les sujets qui sont évoqués, de tous les motifs d'appel, des irritants qui sont rencontrés, des obstacles qui sont rencontrés par les clients, des colères fortes par exemple, des argumentaires qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, donc plus côté conseiller, de manière à prendre des actions. Donc comment on met en place des actions? Donc, on identifie la proportion des sujets, la proportion des irritants pour chaque sujet, la proportion des colères. Donc, en fait, on a un poids en face de chaque situation, un poids de colère, un poids d'obstacle client pour améliorer chacune des situations. Par exemple, si on a un souci de facturation, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de clients qui sont en colère sur un sujet de facturation, on peut descendre dans les appels, interroger la base de données et comprendre de quoi les clients se plaignent précisément pour mettre en place des actions prioritaires. Donc, effectivement, dans notre solution, il y a toute une chaîne d'instructions qu'on peut mettre en place pour mieux piloter les centres d'appel et pour aider les directions des relations clients à collaborer avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des conseillers. L'objectif, c'est, on a un sujet de facturation, on a énormément d'irritants sur ce sujet, on doit contacter, on contacte, c'est des exemples réels, on va contacter le département qui est en charge des facturations parce qu'on a constaté qu'il y a une facture qui n'est pas prise en compte par les CE des entreprises dans le cadre de tourisme. C'est pas très clair, peut-être je m'écarte du sujet, mais globalement, c'est mener des actions après avoir mesuré le poids des irritants, c'est ça, non? Le poids des irritants et l'impact financier que ça a sur nos actions de vente et nos actions de support. Alors, Tim, je m'adresse à toi. Comment optimiser les performances commerciales en exploitant la voix du client, ce qui est d'ailleurs le métier de nos amis de Bad Voice. Non, mais de manière plus générale, aujourd'hui, le digital et la data obligent absolument toutes les sociétés à appliquer. Là, on a du bruit ambiant, là, je sais pas. Oblige toutes les sociétés à considérer l'ensemble de leurs parties prenantes comme si chaque partie prenante était un client. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, chaque partie prenante doit être identifiée. Quel est son profil? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la société? Quelle conversation est-ce qu'on veut avoir? Et quelle relation est-ce qu'on veut avoir avec cette partie prenante? Que cette partie prenante soit la direction de la société, soit l'interne, donc les commerciaux, les collègues du support client ou de la production, et puis les prospects et les clients. Et donc, chacune de ces parties prenantes va avoir un profil idéal et des caractéristiques pour lequel il faut offrir les outils et les conversations qui leur conviendraient. Alors, en ce qui concerne les clients, plus pertinemment, c'est encore plus important. Mais en fait, il faut l'appliquer réellement à l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, et considérer chaque
partie prenante interne comme un client. Alors, c'est tout à fait essentiel ce que tu viens de dire, parce que tout en ayant une approche de type systémique et systématique, avec la puissance des outils comme ceux qu'offre Bad Voice avec le Speech Analytics et l'intelligence artificielle, on arrive à développer la connaissance des clients internes, donc les agents, les commerciaux, et des clients externes, ce qui permet d'être plus dans une relation affinitaire et de développer notamment la proximité avec les clients pour booster la fidélité, la satisfaction, faire diminuer le churn. Je pense que Maxime l'a mesuré avec ses clients. Une diminution d'un taux de churn sur des centaines de milliers ou des millions de clients, comme tu le fais pour des grands comptes, ça peut représenter des dizaines ou même des centaines de millions d'euros d'amélioration du compte de résultat. Donc, la voix du client est rentable et n'est pas incompatible avec l'humanisme dans la relation client. Ça, c'est essentiel. Est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots, Maxime, si tu reprends ton micro, les apports du Speech Analytics pour une force de vente? Globalement, intégration complète du parcours, multicanaux. Donc, on a le chat d'un côté, on a les emails, on a les appels téléphoniques. Ça fait partie du parcours. C'est une grande partie du parcours. C'est là que se crée la relation humaine. Donc, comprendre ce qui se passe sur ce canal-là, c'est très important. Ça peut être intégré pour avoir le fil complet dans le CRM de manière synthétique. Ça permet de trier l'information pour avoir accès à une base de connaissances. Donc, comprendre quelles sont les meilleures pratiques, comprendre quelles sont aussi, en tant que commercial, mes propres axes d'amélioration possibles grâce à un radar des compétences qui permet de comparer les performances sur différentes familles de compétences entre les top performers et les low performers. Pour chaque sujet, pour chaque axe d'amélioration identifié, avoir des illustrations qui sont très précises. Donc, on passe d'une formation personnalisée, donc ça permet d'avoir une formation personnalisée avec un coach. Ça permet aussi d'aller vers l'auto-formation, ce qui est nécessaire pour les commerciaux. L'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est on peut passer, les coachs ne peuvent pas passer énormément de temps sur l'écoute des appels et le feedback au conseiller. On ne peut pas réécouter tous les appels téléphoniques. Et on sait que les réflexes reviennent très rapidement après une formation. Donc la formation doit être continue. Et la meilleure façon d'avoir une formation continue et personnalisée, c'est d'avoir une visibilité sur mes progressions, mes axes de progression, mes objectifs et les sujets sur lesquels je dois travailler. C'est ce qui permet de s'épanouir, c'est ce qui permet de s'améliorer au quotidien. Donc, on a une question de Mohamed Touré qui nous dit, est-ce que quand on a des CRM différents, est-ce que c'est source de conflit? Ça, c'est super concret. Tim, tu as déjà vu ça, je suppose, un Salesforce qui se croise avec un Dynamics ou une transition de CRM en cours de route? Ça fait quoi? Alors, donc, pour comprendre la question, j'imagine que donc il y a plusieurs CRM dans la même entreprise. C'est ça, Apparemment, oui, pour gérer les mêmes clients. Oui. Oui, donc la réponse est évidemment oui, puisque chaque CRM va sans doute piloter et va récupérer des données qui vont être différentes et donc on va avoir plusieurs sources de conversation et d'expérience client qui pourraient évidemment qui pourraient se compléter dans le meilleur des cas, mais comme le meilleur des cas arrive très peu, en général, il va y avoir certaines interférences entre les deux types de dialogues que ces deux CRM vont piloter. Donc, en général, il faut ou bien, si on a plusieurs segments de clients, par exemple des particuliers, et puis d'un côté, et puis des entreprises de l'autre, avoir les conversations et les profils définis de manière bien distincte. Mais en général, c'est très difficile puisque chaque employé d'une organisation sont aussi des particuliers. Donc, en fonction des emails que chacun utilise ou on va se retrouver avec des interférences entre les types de conversations aux particuliers et les types de conversations aux entreprises. C'est effectivement, donc, c'est pas un conseil, il vaut mieux éviter la superposition d'outils. Donc, tout à l'heure, on parlait d'obésité de la data et qu'il fallait avoir une politique de gestion de la data, en tout cas au niveau de la relation client, puisque c'est notre sujet, et des commerciaux,
qui soit harmonisée, écrite, hein, et surtout mise en œuvre. Là, on a le même problème avec la superposition de couches IT avec des solutions logicielles qui viendraient en conflit. Rien qu'aujourd'hui, moi, je vois que mes solutions de visio rentrent souvent en conflit si vous avez du Teams, du Zoom, du Google Meet et j'en passe. C'est pas toujours idéal. Donc, l'harmonisation justement de ces outils, est-ce que ça amène pas, plus généralement, là je m'adresse à vous deux encore une fois, à une stratégie data autour du client qui soit écrite et bien pensée, avec, à un moment ou un autre, la notion chère à Tim de plateformisation de la relation client. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plateforme centrale qui sert de hub et qui va mettre de l'ordre dans toute cette tuyauterie, toute cette IT autour de la data client. Tu veux commencer, Tim? Ouais, je veux bien. Attention à la notion de plateformisation, parce que une entreprise, aujourd'hui, chaque entreprise doit créer sa propre plateforme. Et aujourd'hui, la plateforme pour supporter la value chain d'une entreprise, ça va être une collection de plateformes. Et c'est vrai que si cette collection de plateformes, elle est trop importante, plus il y a un nombre de plateformes important, plus il y a un risque de conflit et d'interopérabilité qui se passe pas bien. Et donc, de mon point de vue, pour digitaliser une entreprise convenablement, il faut un mindset et une compétence. Donc ça, je répète, mindset et compétence pour, en fait, au fur et à mesure qu'on rajoute des plateformes, en enlever aussi. Et enlever les plateformes qui sont de moindre qualité, qui évoluent peut-être moins bien dans le temps, pour les remplacer par des plateformes qui fonctionnent mieux. Et ça, c'est un mindset, c'est un process. C'est un mindset qui doit se transformer en process et avec au cœur un architecte de la chaîne de valeur digitale qui soit compétent et qui orchestre ce processus. Voilà. C'est très clair. Maxime, tu vois ça comment? Donc, sur la question du multi-CRM ou l'harmonisation des plateformes et puis la recherche de cohérence aussi, de simplification des systèmes. Ouais. Ça aussi, c'est un point intéressant. Nous, ce qu'on constate, par exemple, auprès d'ETI ou de grandes entreprises qui ont souvent racheté au travers des différentes années, 10 années, 20 années, plusieurs entreprises, on voit des conseillers ou des vendeurs qui doivent manipuler plusieurs solutions. Et quand on arrive à 7, 8 solutions, dont une en terminale, vous savez, fond noir, où on écrit des lignes de code, ça demande énormément de formation, ça demande beaucoup de temps passé lors des appels téléphoniques, ça demande du travail qui est réalisé en doublon, donc le temps de onboarding est beaucoup plus long. Quand on a un turnover fort, ce qui est le cas dans les centres de contact, c'est important de réduire cet effort en fait sur les différents utilisateurs. Donc en fait, ce qu'on constate aussi, c'est des conseillers ou des utilisateurs, des vendeurs, des CSM qui vont plutôt que de puiser dans la base de connaissances interne qui est une usine à gaz, qui vont chercher des informations sur Internet, sur le site Internet de l'entreprise, parce que l'information est plus claire là-bas. Donc ça, c'est vrai que ça pose des problèmes. Ce qu'on constate aussi, c'est parfois des ESN qui créent une couche qui vient remplacer toutes les sous-couches pour centraliser toutes ces informations et pour aller les déclencher. Donc, ça, c'est vertueux, ça. C'est en simplification des systèmes. C'est mieux, effectivement, c'est mieux. Mais ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup de doublons. Et les doublons, ça peut être lié à un choix qui n'est pas encore fait, à des durées d'abonnement qui sont plus longues, avant de comprendre comment fonctionne une nouvelle technologie, il faut encore qu'on utilise l'ancienne technologie. Donc, ça nécessite une compréhension de l'architecture, comme le disait Tim, un accompagnement à la prise de décision, parce que c'est vrai que aller chercher des nouveaux outils, ça nécessite une approche ROI, une bonne connaissance, une expertise qu'on doit construire, qui doit être partagée au sein des équipes, qui sont parfois silotées, ou parfois on a beaucoup de décisionnaires. Donc choisir une solution
souvent, ce qu'on constate aussi, c'est que des entreprises qui vont chercher des solutions de type IBM qui ont un certain nombre de choses qui sont déjà intégrées, et qui ne sont pas idéales, mais qui ont au moins l'assurance d'avoir une solution complète, même avec des capacités moindres, enfin, il y a toute une complexité effectivement à mettre bout à bout toutes les solutions dont on a besoin pour obtenir la solution parfaite. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des pure players et qu'on a besoin d'harmoniser toutes ces briques dans un système qui est complexe et le faire coexister avec des anciennes solutions, ce qui est toute une complexité pour les entreprises. Alors, on voit bien en vous écoutant tous les deux, on est parti de la problématique qui est celle du jour, hein, les outils digital business au service des commerciaux, et on se rend compte qu'on remonte au niveau de la gouvernance sur les choix de stratégie en matière de gestion de la data, en matière d'IT. Donc, c'est vraiment un sujet aussi bien de gouvernance qu'un sujet opérationnel. Alors, il nous reste 5 minutes, les amis. Moi, j'aimerais bien qu'on parle. Alors, on l'a vu aussi dans vos propos, hein, sans le nommer, qu'on parlait aussi du shadow IT, hein, c'est-à-dire toute l'IT qui est installée en mode pirate sans trop que ce soit officiel dans l'entreprise, parce que les gars vont chercher des solutions à des problèmes qu'ils n'ont pas réussi à résoudre avec des systèmes d'information qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, ça se superpose à l'IT officiel et ça peut être jusqu'à 40 à 50% de l'IT dans une entreprise. Ouais, on a parlé de Notion tout à l'heure qui est gratuit par rapport à Evernote, par exemple, qui est aussi un très bon outil. Si l'entreprise a Evernote que le gars n'aime pas et qu'ils vont chercher Notion, ils auront 2 trucs pour la prise de notes et le knowledge management qui rentrent en concurrence et qui ne sont pas harmonisés. Un exemple parmi tant d'autres. Donc, en 3-4 minutes, là, j'aimerais bien qu'on parle, pour conclure, des compétences, parce qu'à l'IGS, nous, on est spécialisé dans l'acquisition de compétences et la formation. C'est notre sujet de tous les jours. Quelles sont les compétences nécessaires pour que les commerciaux, justement, ils arrivent à bien maîtriser tous ces nouveaux outils du digital business? Soyez brefs dans vos réponses. Tim, tu veux commencer? Oui, en fait, à mon avis, la compétence essentielle, c'est de partir du général au particulier, et donc c'est de comprendre sur quelles sont les plateformes potentielles qui peuvent soutenir la chaîne de valeur d'une entreprise, avec le marketing, la vente, la production de services ou d'objets, jusqu'au support du client. Il y a toutes sortes de plateformes qui sont spécialisées dans ces différents segments, qui doivent parler entre elles. Et le rôle de l'architecte de la chaîne de valeur digitale est un rôle qui va être en forte demande dans les années qui viennent. Donc, l'architecture, bon, on a bien compris. Donc, c'est aussi un sujet de gouvernance. Maxime, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu vois comme compétences clés pour ces nouveaux commerciaux, qu'ils soient sédentaires ou itinérants, hein, si tu connais mieux les sédentaires? Je pense qu'une bonne solution, c'est une solution qui a effectivement une bonne expérience utilisateur. Enfin, il faut prendre en compte l'utilisateur pour construire sa solution. L'objectif, c'est qu'elle soit accessible, c'est qu'elle soit fluide, c'est que ce soit pas une usine à gaz. Donc, l'objectif, c'est qu'elle s'adapte à l'utilisateur et pas que l'utilisateur s'adapte à la solution globalement. Donc, une bonne solution, c'est une solution qui évite d'avoir des efforts en doublon, qui peut permettre de gagner en productivité. Par ailleurs, dans les solutions qu'on a citées, par exemple HubSpot, comme les autres, il y a une académie qui est disponible, ça c'est important, c'est un argument fort d'avoir des tutoriels, d'avoir des manuels d'utilisation, d'avoir un accès dédié à aussi une base de connaissances sur la solution pour pouvoir permettre aux utilisateurs de prendre en main les choses plus facilement. Donc, avec des audios, avec des gifs animés, avec des articles, pour qu'ils se retrouvent dans chaque situation, donc plutôt pour les utilisateurs avancés.
Par ailleurs, il y a aussi des offres d'accompagnement. Nous, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est des ateliers métiers. Donc ça correspond plus aux besoins des ETI et des grands comptes, des grandes entreprises. Les startups sont plus autonomes sur la prise en main. Après une démo, ça va très vite et ils sont habitués d'utiliser des solutions nouvelles. Donc les offres d'accompagnement, c'est par exemple des ateliers métiers avec un atelier prise en main, ce genre de choses qui permet d'onboarder beaucoup plus facilement pour qu'après une demi-journée, 2 heures, les utilisateurs soient à l'aise avec la solution et puissent atteindre les résultats rapidement. Ben, je vous remercie tous les deux. Je vais faire juste un mot de conclusion avant de vous remercier chaleureusement. Donc, ces notions de digital business sont grandement développées dans les programmes de la filière relations clients à l'IGS, notamment chargé de clientèle et manager commercial Figital. Et ça dresse un petit peu d'ailleurs le portrait du commercial de l'avenir dont Tim me parlait dans les réunions préparatoires en parlant du commercial fully equipped. Donc, je suppose que celui-ci, il a toute une panoplie des outils digitaux dont on a parlé aujourd'hui. C'est une sorte de commercial Robocop, si je puis dire, en souriant, mon cher Tim. Un commercial étendu, c'est sûr. Un commercial étendu, voilà, comme la réalité augmentée. Et peut-être que ça serait l'objet d'un prochain webinaire avec nos amis de l'IGS. Voilà, je remercie chaleureusement Tim Wirth et Maxime Sandorek de nous avoir partagé leur grande expertise dans le sourire et avec bonheur. Et puis, je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire avec nos amis de l'IGS. Merci à tous les participants et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci de nous avoir invités. Au revoir.